Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau format digital proposé par la société de production Monkey Mirror. Alors en effet, nous inaugurons aujourd'hui notre premier plateau technique mobile en live et nous sommes accueillis dans les locaux de Startway, des espaces de coworking situés à Limonest près de Lyon. Mathieu Leral viendra d'ailleurs vous les présenter en détail à la fin de ce live. Alors pour ceux qui nous suivent sur Zoom, je vous remercie de bien vouloir couper vos micros et vos caméras afin d'enregistrer le futur replay. Comme vous le voyez, nous n'avons pas de masque et nous respectons les conditions sanitaires et les espacements imposés. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Florence Béduneau-Chassin, fondatrice de la société Equiliance, acteur de la responsabilité sociétale des entreprises. Bonjour Florence. Bonjour Laurence. Alors Florence, aujourd'hui les entreprises connaissent le terme de RSE. Il est fréquent de voir un consommateur ou un jeune diplômé se renseigner sur les engagements d'une entreprise avant d'acheter le produit ou de candidater. La RSE dans tout ça, où on en est ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on parle d'attractivité, d'engagement, de fidélisation, d'image, de différenciation, les objectifs et les problématiques sont nombreuses à adresser par les entreprises. Et la bonne nouvelle, c'est que dans tout ça, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, aide à concilier ces différents objectifs et au premier rang desquels la marque employeur et je dirais même de manière plus large, la préférence de marque. Alors, à quelle question tente de répondre cette préférence de marque? Qu'est-ce qui a changé véritablement? Alors finalement, la préférence de marque, c'est tout ce que met en place une entreprise pour permettre de répondre à une question assez large qui pourrait être résumée à qu'est-ce qui fait que vous devriez venir travailler pour nous, chez nous, avec nous, que vous vous y engagiez et ce, sur le long terme. Et qu'est-ce qui a changé dans tout ça? C'est aujourd'hui, on est dans un contexte et un contexte où les entreprises vivent dans une société en profonde mutation. Et ce qui a particulièrement changé, ce sont les attentes sur les entreprises concernant leur engagement sociétal. On peut citer une étude récemment publiée du Boston Consulting Group, publiée en septembre 2020, et qui affirme que 95% des Français, aujourd'hui, attendent que les entreprises s'engagent sur les défis sociaux, sociétaux et environnementaux. Et de ce fait, la démarche de responsabilité sociale des entreprises, qui permet d'adresser ces différents enjeux sociaux et environnementaux, devient un avantage et parfois même un prérequis pour pouvoir exprimer une préférence de marque. Très bien, alors commençons peut-être par les clients. Que se passe-t-il du côté B2C ? Alors du côté B2C, les entreprises sont confrontées à un phénomène qui monte, qui est celui des consommateurs. En fait, les consommateurs citoyens veulent de plus en plus acheter auprès d'entreprises qui ont des engagements sociaux et environnementaux forts et sincères. Et pour ça, aujourd'hui, ils peuvent s'appuyer sur des applications de consommation responsable, des applications numériques qui sont en plein boom. J'imagine que vous connaissez l'application Yuka, Laurence. Bien sûr. Tous ceux qui font les courses également. En fait, cette application, elle décrypte aujourd'hui les étiquettes de nos produits alimentaires et cosmétiques et elle leur attribue une note. Et aujourd'hui, cette application qui existe depuis 2017, elle peut quand même se prévaloir de plus de 12 millions d'utilisateurs en Europe. Et parmi ces utilisateurs, 94% ont affirmé avoir arrêté d'acheter certains produits suite aux informations qu'elles donnaient. Du coup, forcément, les entreprises, elles sont obligées de bouger. Et on a aujourd'hui également 21 industriels qui témoignent avoir modifié plus d'une centaine de leurs recettes pour avoir un meilleur impact sur la santé et ou sur l'environnement, et donc une meilleure note du Yuka, et du coup pouvoir soit reconquérir des clients qu'ils auraient perdus, soit en gagner de nouveaux. Et alors du coup, du côté B2B, les clients professionnels ont-ils eux aussi des attentes plus fortes sur la RSE ? Alors oui, du côté B2B également, les entreprises clientes en fait aujourd'hui demandent de plus en plus à leurs fournisseurs, à leurs prestataires de démontrer de pratiques RSE et pour ça elles vont utiliser de plus en plus des outils tels que des questionnaires d'évaluation. On peut citer EcoVadis, aujourd'hui il y a plus de 10 000 entreprises en France qui sont notées via EcoVadis. On peut également citer la plateforme de notation génétique qui est une entreprise lyonnaise qui monte actuellement. Et du coup, effectivement, pouvoir démontrer ces pratiques RSE devient aujourd'hui un critère de choix pour pouvoir rentrer dans un panel fournisseur et puis devient également un critère d'évaluation tout au fil de la relation.
Et qu'en est-il des acteurs publics? Ont-ils eux aussi cette même sensibilité? Oui, alors on retrouve aussi une tendance similaire chez les collectivités territoriales qui se traduit cette fois-ci par le fait qu'elles incluent dans leurs appels d'offres des clauses sociales et ou environnementales auxquelles les entreprises qui répondent doivent bien prendre en compte. Et on s'attend à ce que ces clauses et cette tendance soient de plus en plus renforcées avec la vague verte des dernières élections municipales. Bien sûr. Alors finalement, sur ce client versant, la question que peuvent se poser nos auditeurs est de savoir s'ils rapprochaient leur démarche RSE de leur stratégie et de leur offre, comment pourrait-elle concrètement servir leur différenciation et leur développement? Alors nous avons justement rencontré l'entreprise Sysco France, distributeur de produits alimentaires pour les professionnels de la restauration collective et commerciale. L'entreprise est implantée à Limonest et Olivier Canon a accepté de répondre à cette question. Bonjour, je suis Olivier Canon, responsable développement durable Sysco France, distributeur de produits alimentaires pour les restaurants, que ce soit les restaurants collectifs et les restaurants commerciaux. La démarche développement durable de Sysco est fondée sur les démarches qu'avaient Brec et Davigel, qui sont constitutifs aujourd'hui du groupe Sysco, et ce depuis 2011. Cette démarche, depuis la création de Sysco France en 2018, a été poursuivie sur les mêmes thématiques et en lien avec les impacts environnementaux, sociaux et de relations économiques que génère Sysco au quotidien. C'est-à-dire le risque de gaspillage alimentaire en tout cas et le don alimentaire, les impacts bien sûr de notre flotte de camions et de véhicules, la composition des produits qu'on distribue, mais aussi les risques d'accidents pour les salariés dans les entrepôts et des chauffeurs, etc., etc. On a écouté les attentes de nos clients, des salariés de Sysco, des fournisseurs, mais aussi d'ONG qui nous challenge sur un certain nombre de sujets sociétaux et ça nous a permis d'identifier la manière et les ambitions sur lesquelles on veut aller. Et c'est sur cette base qu'en 2018, la direction de Sysco France a décidé de prendre des engagements d'ici 2025 sur tous ces sujets, sur la base d'indicateurs chiffrés, mesurables, et qui permettent de vraiment savoir où est-ce qu'on en est. Et justement, au-delà des engagements, il y a une logique de suivi, puisque tous les 6 mois, la direction souhaite avoir une vision très claire des avancées sur ces sujets, et une communication interne et externe sur l'avancée de ces sujets d'ici 2025. Alors, un exemple sur notre démarche, c'est l'épineuse question du bien-être animal. Sachant qu'il n'y a pas de référentiel existant aujourd'hui sur le sujet, à part ce qui s'appelle les 5 libertés fondamentales des animaux, mais qui est assez général. Par rapport à ça, il y a une demande, notamment autour du poulet, alors plein d'autres espèces, mais autour du poulet sur des meilleures conditions d'élevage de ces poulets. Et il y a uniquement les labels de qualité type label rouge qui garantissent un certain nombre de choses en la matière. Malgré tout, la problématique, c'est que le prix est important sur ces produits de qualité premium. Donc on a souhaité créer avec un fournisseur un cahier des charges particulier, avec un produit qui n'est pas labellisé de ce type de label premium, mais par contre qui respecte l'intégralité de ce qu'on peut exiger, de ce que les ONG exigent en matière de bien-être animal pour le poulet. Et donc on a lancé en avril 2021 une gamme poulet noir qui justement respecte l'intégralité de ces principes, par contre à un prix plus intéressant grâce au fait que ce ne soit pas labellisé. Nos clients, notamment la restauration collective, sont très intéressés par cette nouvelle gamme, mais aussi la restauration commerciale. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que dans ce projet, les salariés qui y ont contribué, notamment les acheteurs, ont été très fiers de pouvoir arriver à ce compromis intéressant qui fait avancer globalement le sujet du bien-être animal des poulets, mais en vue de créer d'autres produits dans la même logique. Des clients, mais il existe une autre partie prenante essentielle dans l'entreprise, ce sont ses collaborateurs. Alors Florence, j'imagine que pour eux aussi, la RSE et les engagements de l'entreprise montent en puissance? Oui, tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, on constate 2 questions qui prennent de plus en plus d'ampleur du côté des collaborateurs. D'une part, le phénomène de quête de sens et d'autre part, la question de l'engagement des salariés. Et ces 2 phénomènes sont importants puisqu'ils sont indispensables à la performance sociale d'une entreprise et donc à la performance tout court d'une entreprise. Alors, prenons le sens d'abord. Pour un collaborateur, en fait, aujourd'hui, pouvoir comprendre la finalité à laquelle contribue son métier au quotidien est juste indispensable et incontournable et même n'a pas de prix. Du coup, redonner du sens au travail devient vraiment nécessaire aujourd'hui et c'est tout l'intérêt, par exemple, de retravailler en profondeur sur le projet collectif d'une entreprise en travaillant à la formulation de sa raison d'être. Cette raison d'être, c'est une notion qui a été mise en lumière, mise sous le feu des projecteurs par la loi Pacte de mai 2019.
Et elle peut vraiment couronner une démarche RSE avec pertinence et une forte capacité de mobilisation. Et au final, la raison d'être d'une entreprise peut devenir pour un collaborateur la raison d'en être ou pas. Allez, clarifier le sens du projet de l'entreprise et sa contribution à des enjeux sociaux et environnementaux permet-elle ce fameux engagement attendu et souhaité de la part des salariés? En tous les cas, ça y contribue très clairement. Ce qu'on constate avec la crise du Covid-19 notamment, c'est que la volonté d'engagement, elle monte. Il y a eu là aussi une étude, le baromètre Edenman de janvier 2021, qui affirme qu'aujourd'hui, 56% des Français veulent pouvoir lutter plus contre le changement climatique et qu'ils attendent pour ça que les entreprises également contribuent vraiment à cette lutte contre le changement climatique. Alors il y a le climat, certes, mais il y a beaucoup d'autres thématiques sur lesquelles les entreprises sont attendues. On peut parler de transition écologique de manière générale, d'économie circulaire, de diversité, d'inclusion, notamment des personnes en handicap, etc. En fait, derrière tout ça, pour s'engager, ce dont a besoin un collaborateur, c'est d'un sentiment de fierté, d'un sentiment aussi d'appartenance à son entreprise. Et pour cela, une démarche RSE va être un puissant levier d'engagement, et d'autant plus si les collaborateurs sont vraiment associés à ces démarches et acteurs de ces démarches. Bien sûr. Alors sur ce versant collaborateur, nos auditeurs se posent certainement la question du choix de la thématique. S'ils souhaitent s'engager sur une thématique RSE, laquelle ferait le plus de sens pour eux et laquelle contribuerait à l'engagement et au sentiment d'appartenance de leurs collaborateurs? En écho à cette question, je vous propose d'écouter le témoignage de l'entreprise Rent-A-Car by Raoul à Dardilly, pour qui l'engagement des salariés est un objectif fondamental. Rent-A-Car s'est engagé dans une démarche RSE parce que pour nous, la priorité dans notre entreprise, c'était le capital humain. Après, encore plus du fait que nous sommes un métier de service, il nous a paru évident d'intégrer une démarche RSE pour que ça rentre dans l'ADN de nos salariés et pour que ce service soit leur priorité. Rent-A-Car, et encore plus du fait qu'on soit une franchise indépendante, on reste une boîte familiale. Qui dit boîte familiale, pour nous, dit certaines valeurs. Et il était essentiel pour nous d'apporter ce savoir-être à nos salariés, au-delà de leurs compétences. Et c'est vrai que la location de voitures, qui est un métier qui a le vent en poupe de surcroît, est un métier où le service est essentiel. Et l'objectif est d'abord que nos salariés se sentent bien au sein de l'entreprise et fassent ce métier en étant totalement à l'aise pour apporter un maximum de services à nos clients. On a choisi d'accompagner Anouk Kurzila. Anouk, c'est une athlète handisport professionnelle. L'idée et l'objectif de cette approche était d'inculquer les valeurs qu'avait Anouk à nos salariés, d'apporter ce côté aidant, que nos salariés, tous les 15 jours, accompagnent Anouk dans ses déplacements pour se rendre soit à un entraînement, soit à une compétition, soit pour aller prendre l'avion ou aller prendre le train. Dans RSE, il y a le R de responsabilité. Et je crois que nos salariés se sentent responsables par cette action. Responsables parce qu'ils sont les yeux d'Anouk. Et je pense aussi qu'ils ont une certaine fierté à appartenir à une marque, à une petite entreprise familiale qui essaye d'inculquer des valeurs fortes de manière à rayonner dans son environnement professionnel et auprès de ses clients. On a d'autres sponsoring, mais l'objectif de celui-là était vraiment d'inculquer ces valeurs à nos équipes, d'inculquer ce sens du service, encore une fois, ce côté aidant envers les autres, et qui pour nous va naturellement dérouler sur aussi du meilleur service auprès de nos clients et d'être beaucoup plus, je dirais, proche de les satisfaire au quotidien. Nous avons évoqué les collaborateurs déjà présents dans l'entreprise, mais qu'en est-il des talents, notamment ces jeunes diplômés que les entreprises cherchent à attirer et à recruter? Alors c'est vrai que l'enjeu d'attractivité est particulièrement fort dans certains secteurs d'activité. Et ces jeunes, aujourd'hui, ils ont une prise de conscience très forte des défis que nous avons à relever, tant sur le plan des inégalités sociales que des défis écologiques. Du coup, ces jeunes, ils affirment qu'ils veulent se tourner vers des emplois à impact positif et qu'ils refuseront de rejoindre des entreprises qui n'auraient pas des engagements sociaux, sociétaux, environnementaux suffisamment forts ou suffisamment sincères.
À ce titre, on peut citer l'initiative étudiante qui s'appelle Pour un réveil écologique, qui est particulièrement emblématique de ce mouvement. En fait, lancée en 2018, elle a d'abord été un manifeste signé par plus de 33 000 étudiants issus de 400 établissements différents. Ensuite, elle est devenue un mouvement dont les leaders sont allés rencontrer des dirigeants de grandes entreprises, 67 dirigeants, à qui elles ont demandé des comptes sur leurs objectifs sociaux et environnementaux et sur la sincérité de ces engagements. Et aujourd'hui, le collectif il a encore franchi un cap, puisque maintenant il publie des études qui permettent aux étudiants, futurs candidats, de repérer les entreprises les plus responsables et les plus vertueuses, comme par exemple leur dernière note d'analyse qui concerne 3 poids lourds de la distribution agroalimentaire, à savoir Casino, Carrefour et les Mousquetaires. On ne peut pas s'empêcher de se poser la question, est-ce un simple effet d'annonce ou bien cela se vérifie-t-il réellement dans les recrutements? Alors d'abord, si on se réfère à des études à nouveau, il y a une étude récente conjointe de l'Ipsos, du Boston Consulting Group et de la CGE qui donne un ordre des critères de choix pour les candidats, les jeunes diplômés. Et le premier critère de choix, du coup, affirmé, c'est l'intérêt du poste. Le deuxième, c'est l'ambiance de l'entreprise. Le troisième, c'est la qualité de vie au travail. Et le quatrième, c'est l'adéquation aux valeurs et à ces fameux engagements sociaux et environnementaux. Et finalement, la rémunération n'arriverait qu'en 10e position parmi tous ces critères. Et puis au-delà de cette étude, en fait, pour ma part, moi je reçois de plus en plus de témoignages d'entreprises, mais également d'écoles supérieures, qui me disent qu'aujourd'hui, parmi les questions posées par les candidats, figurent en premier lieu les questions sur les pratiques et les engagements sociaux et environnementaux. Alors là aussi, une démarche RSE engageante et sincère semble devenir un prérequis pour les entreprises dans le contexte de guerre des talents pour attirer les jeunes. Mais qu'en est-il une fois cette étape de l'attractivité et du recrutement réussi ? Alors effectivement, une fois qu'on a réussi l'étape de différenciation et qu'on les a attirés, ces talents, ça ne suffit pas. Il faut tout de suite se poser la question de comment les fidéliser. Et là, finalement, se pose la question de la cohérence entre ce qu'ils auront perçu de l'extérieur et qui a pu leur donner envie et les a motivés à rejoindre l'entreprise et ce qu'ils vont vivre à l'intérieur. Et là, à nouveau, pour cette cohérence, le fait de pouvoir s'appuyer sur un projet collectif d'entreprise fort, sincère, authentique, formulé à travers une raison d'être ou une mission forte, par exemple, peut aider vraiment à donner envie de mettre ses compétences au profit de ce projet collectif et donc de cette entreprise sur le long terme. Et puis également, dans la balance de la fidélisation, pèse pour beaucoup une autre des thématiques phares de la RSE, qui est tout ce qui tourne à la santé, la sécurité, les conditions de travail et le bien-être au travail, parce que les collaborateurs n'aiment pas se sentir être de simples pions, qu'ils ont vraiment envie aujourd'hui que l'on prenne soin d'eux, et également vraiment envie de se sentir acteurs de la démarche de leur entreprise. Oui, nous l'avons bien compris, Florence, sur ces 2 volets, vous encouragez les auditeurs à se poser 2 questions. Comment développer une qualité de vie au travail qui soit au plus proche des contraintes et réalités de leur métier? Et comment embarquer les collaborateurs dans une démarche RSE en valorisant leurs compétences et leurs aspirations? Alors pour répondre à ces questions, nous sommes allés à la rencontre de la société AC2R à Charbonnières, une société d'électricité et de sécurité. Écoutons leurs témoignages. AC2R est une entreprise qui a 12 ans maintenant, qui est spécialisée en électricité générale, en domotique et en sécurité électronique. Nous employons une dizaine de personnes. Nos métiers sont très physiques, nécessitent de porter des choses lourdes en permanence, nécessitent d'avoir des gestes très précis aussi, donc d'où la concentration nécessaire. On parle d'électricité, donc c'est quand même très sérieux comme sujet, et aussi on doit respecter les plannings imposés par les architectes et les maîtres d'œuvre. Les métiers du BTP et notamment les métiers de l'électricité sont des métiers en pénurie de talent. Nous sommes d'autant plus attentifs à la qualité de vie au travail pour conserver nos talents et pour recruter également. Nous avons mis en place les journées des branches qu'on essaye de faire à peu près tous les mois, dont l'objectif principal est de faire intervenir une personne extérieure sur les thèmes de santé, de performance au travail et de plaisir au travail aussi. Aujourd'hui, par exemple, nous faisons intervenir Laurent Lippert, coach santé, qui est là pour traiter de ces sujets et leur apporter des éléments de réflexion ou même des éléments de réponse sur la nutrition, le sport, la santé, prendre soin de soi et savoir s'aérer l'esprit.
L'idée, c'est de leur apporter des astuces, des façons de faire pour la mise en application, pour se sentir mieux et être en bonne santé. Un salarié en bonne santé, un salarié heureux, sera un salarié qui sera aussi performant au travail. Donc nous avons à cœur de prendre soin d'eux pour qu'ils soient totalement épanouis dans ce qu'ils font et qu'ils aient à cœur d'entreprendre pour nous. Alors aujourd'hui, on commence à mettre les premières pierres à l'édifice. Hein. C'est vraiment les débuts de la démarche RSE au sein d'AC2R et on en est dans un cheminement de montrer à nos collaborateurs l'intérêt de ce qu'on leur apporte. Du coup, j'espère que ce que nous mettons en œuvre dans cette politique RSE au sein d'AC2R va contribuer à conserver nos talents, va aussi contribuer à en attirer de nouveaux et à faire qu'on soit un peu une entreprise référente sur le marché par rapport à cette mise en place dans le milieu du BTP. Florence, vous avez évoqué tout à l'heure la loi Pacte et les concepts de raison d'être et de société à mission qu'elle a introduits dans le droit français. En quoi cela vient-il nourrir les démarches RSE et la préférence de marque notamment ? Alors pour vous répondre, je vais faire une petite histoire de la RSE. En fait, la RSE, elle a beaucoup évolué en 40 ans. Au démarrage, elle était plutôt abordée sous une logique philanthropique à côté du business, avec par exemple une fondation, du mécénat, des dons, etc. Avant l'an 2000, cette RSE, elle s'est rapprochée de la production d'abord, donc notamment dans les industries, avec des enjeux autour de l'autorisation d'exploiter des usines, des implantations industrielles, également des enjeux de prévention de risques, des enjeux d'image pour les entreprises et parfois de réduction des coûts puisqu'elle permettait des consommations d'eau, d'énergie, etc. Depuis 2010, cette RSE, elle a enfin intégré la logique business et entrepreneuriale et elle vient impacter directement l'offre de produits et services des entreprises avec une part plus ou moins grande d'une innovation qu'on appelle responsable et du coup d'une offre qu'on peut aussi qualifier de responsable. Et ces nouvelles gammes responsables, elles ont permis de répondre d'abord à des opportunités de marché, de se différencier également, parfois même de pouvoir avoir droit à des dispositifs de fiscalité verte, et tout ça prouvant tout l'intérêt d'une démarche RSE vraiment intégrée au business et à l'offre d'une entreprise. Et enfin, toujours sur cette logique de l'histoire de la RSE, depuis 5 ans, on voit émerger et accélérer un mouvement qu'on appelle le mouvement de Business for Good, qui est notamment traduit et représenté d'une part par le label Bicorp, qui est un label RSE international avec tout secteur, et d'autre part par la qualité de société à mission, donc introduite par la loi Pacte en mai 2019. Dans ces deux cas, Bicorp et société à mission, en fait, les entreprises vont au-delà que de simplement, entre guillemets, opérer de manière responsable, puisqu'elles choisissent même de mettre leur capacité d'innovation, leur modèle économique au service de la résolution de défis sociaux, sociétaux, environnementaux, et à travers donc des objectifs socio-environnementaux très ciblés, qu'elles vont même inscrire dans le long terme, dans leur développement, puisqu'elles les inscrivent dans leur statut juridique. Et du coup, de cette manière, elles vont mettre leur profitabilité au service de la contribution à résoudre des défis de notre société. Et c'est un vrai chemin de transformation. Alors pour tous ceux aujourd'hui qui veulent être des acteurs de changement, finalement travailler pour ou avec une Bicorp ou une entreprise à mission, ça permet de contribuer activement à un impact positif qui soit ciblé et concret. Et du coup, ce qu'on commence à voir apparaître, c'est comment finalement aussi ces Bicorp et ces entreprises à mission, aujourd'hui on a passé le cap en France des 200 entreprises à mission et des 150 entreprises labellisées Bicorp, eh bien, elles deviennent un peu la cible privilégiée à la fois des candidats, mais aussi des partenaires et des investisseurs. Du coup, sur ces nouveaux modèles qu'on appelle des modèles d'entreprise à impact, peut-être que la question que les auditeurs pourraient se poser, c'est finalement en quoi s'engager encore plus loin dans cette logique d'impact positif viendrait nourrir et servir le projet de mon entreprise, sa longévité, sa pérennité, et puis en quoi également cela pourrait permettre d'embarquer toutes ces parties prenantes autour d'un projet collectif qui soit à long terme. Bien justement, pour illustrer vos propos, Danone fait partie des entreprises françaises qui ont annoncé dès le mois de juin 2020 leur évolution vers la qualité de société à mission ainsi que leur certification Bicorp. Écoutons le témoignage de Camilla Garcia de la filiale Blédina, une entreprise qui emploie près de 1500 personnes en France au service de l'alimentation infantile. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Camilla Garcia et je suis responsabilité sociétale et environnementale
pour la nutrition spécialisée chez Danone en France. La nutrition spécialisée, c'est la filiale d'alimentation infantile avec Blédina et la filiale de l'alimentation médicale avec Nutricia. Alors nous avons pris la décision de devenir une entreprise certifiée et surtout joindre le mouvement Bicorp. Je dirais pour deux grandes raisons. La première, c'est parce que Bicorp, c'est une démarche d'amélioration continue qui justement nous invite à être encore meilleurs de ce qu'on est aujourd'hui. Donc nous avions déjà une feuille de route RSE très mature et concrète, mais on savait très bien aussi que pour faire face aux enjeux actuels, il fallait aller plus loin. Et je dirais qu'une deuxième raison pour laquelle nous avons décidé de joindre le mouvement Bicorp, c'est aussi parce qu'à l'époque, quand nous avons pris cette décision, donc il y a 4 ans, on pouvait faire partie des pionniers à joindre ce mouvement et justement embarquer avec nous tout notre écosystème et surtout justement créer un point de différenciation vis-à-vis de nos parties prenantes, de nos clients, de nos consommateurs. Parce qu'en fait, il y a 4 ans, il y avait une dizaine d'entreprises Bicorp en France. Aujourd'hui, on est à 148. Pour nous, Bicorp, ce n'est pas le but ultime. On ne rentre pas dans cette dynamique juste pour être certifié Bicorp. On le fait parce que Bicorp, c'est un outil justement qui nous permet d'aller plus loin, mais surtout l'objectif final, c'est d'être une entreprise à impact positif. Quand nous avons été certifiés Bicorp en avril 2019 pour Blédina, moi ce que j'ai dit aux 1500 salariés, c'est que certes, il fallait être fier de rejoindre ce mouvement et devenir une entreprise certifiée Bicorp, mais surtout, ce qui était le plus grand challenge, c'était après. Comment est-ce qu'on devient une entreprise vraiment Bicorp? Comment est-ce qu'on devient une entreprise à impact positif? Et c'est à ce moment-là que nous avons décidé de construire une feuille de route dite Bicorp autour de 3 axes. Un premier qui est comment est-ce que nous accompagnons nos collaborateurs à devenir des vrais acteurs de changement. Un deuxième volet de notre feuille de route, c'est justement de se dire comment est-ce que Bicorp devient un levier de décisions business. C'est justement de rajouter des critères Bicorp, des critères RSE dans nos décisions business, typiquement sur la partie innovation, dans les choix de nos produits et de services que nous allons lancer. Et notre troisième volet, c'est aussi de se dire comment est-ce que Bicorp devient également un levier ou une motivation, une inspiration pour nos marques, pour qu'elles soient de plus en plus, je dirais, militantes, si on peut dire comme ça, activistes, et que justement on s'engage de manière beaucoup plus concrète et beaucoup plus forte sur des engagements qu'on aurait peut-être déjà pris. Et un exemple, c'est justement la marque Blédina avec les baby food qui s'est engagée depuis l'année dernière de manière très forte pour accompagner l'agriculture française qui est aujourd'hui en détresse et que nous savons que même si nous sommes un petit acteur, nous devons accompagner pour qu'on puisse avoir toujours des produits locaux et les produits de qualité dont nous avons besoin pour notre alimentation infantile. Et juste pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne peux que motiver les entreprises à rejoindre le mouvement Bicorp. Pas seulement parce qu'effectivement c'est une démarche d'amélioration continue dont nous avons besoin en ce moment parce qu'on passe à une RSE qui est beaucoup plus ancrée dans les business, beaucoup plus mature et beaucoup plus challenging. Mais c'est surtout parce que les mouvements, ces voyages Bicorp est clairement un moyen de transformation de l'interne, mais aussi de transformation dans la relation et dans les conversations que nous avons avec nos parties prenantes, notamment nos clients et nos consommateurs. Nous l'avons vu, la RSE peut clairement servir la préférence de marque. Cependant, j'imagine que pour y parvenir, il existe des méthodes pour faire avancer ces projets en entreprise en mobilisant l'ensemble des parties prenantes. C'est un peu votre rôle, Florence ? Alors effectivement, pour ma part, après avoir occupé la fonction de directeur développement durable en entreprise, aujourd'hui et depuis 3 ans, j'accompagne des organisations qui cherchent vraiment à concilier leur profitabilité, leur performance, avec la contribution à résoudre des défis sociaux, sociétaux et environnementaux. Et du coup, je les aide aujourd'hui à progresser sur une trajectoire qui couvre 4 dimensions très interdépendantes. Définir d'abord une raison d'être ou une mission associée à une stratégie d'impact positif.
Ensuite, travailler aussi potentiellement sur une chaîne de valeur et un modèle économique plus circulaire. Et puis pour soutenir tout cela, une gouvernance qui soit réellement responsable et contributive. Et enfin, un management collaboratif qui aide aussi à appuyer, à développer de telles démarches. Et dans mon métier au quotidien, je peux mobiliser en fait selon les besoins des pratiques aussi bien d'accompagnement, de diagnostic, de co-construction en intelligence collective également, ou de formation, ou bien même un mix de tout ça. Ma volonté étant que vraiment ça soit les solutions de l'entreprise qui émergent et qu'elle puisse ensuite les mener à bien en toute autonomie. Et pour réussir sa transformation à impact positif, avez-vous quelques conseils? Que faut-il mettre en place réellement? Alors déjà, se dire que chaque organisation et chaque entreprise est différente et qu'il n'y aura pas de recette unique ou de recette magique. Néanmoins, il y a bien quelques facteurs clés de succès, effectivement, et il y en a 5 sur lesquels j'insisterai. Le premier, c'est d'abord d'oser challenger les intentions et les ambitions qu'on a dès le début de telle démarche, au lancement de telle démarche. Ensuite, ça serait de dialoguer avec ces parties prenantes, les parties prenantes internes, les parties prenantes externes, pour bien connaître, bien cerner leurs attentes et puis également mieux connaître ce qu'elles perçoivent de nous et comment elles nous perçoivent. Ensuite, très important, c'est bien connaître ses impacts positifs et négatifs, les deux, et bien cerner, du coup, bien cibler parmi l'ensemble des défis RSE, ce large panel à adresser, lesquels feront le plus sens pour devenir demain les objectifs sociaux et environnementaux de l'entreprise, et donc sens au regard de leurs activités, de leur positionnement, de leur culture d'entreprise également. Ensuite, autre facteur clé de succès, eh bien, le fait de mobiliser ces équipes, ces métiers au plus tôt dans ces démarches, si vous voulez qu'elles deviennent opérantes et transformatives réellement. Et enfin, dernier facteur clé de succès que je citerai, ça serait le fait de se donner réellement les moyens d'intégrer la stratégie RSE à sa stratégie business, à sa stratégie d'entreprise, parce que c'est ça qui permettra à différents moments de mettre en tension en fait entre ces deux aspects. Mais cette mise en tension, si parfois elle est un peu inconfortable, elle est souvent très fructueuse, très bénéfique pour les décisions stratégiques qu'on a à prendre. Et maintenant, si je vous demandais de résumer les leviers d'une démarche RSE pour contribuer à sa préférence de marque. Alors là, ça ressemble un peu au bisutage du premier plateau Technique Live, mais c'est bon, je me lance. Alors, résumé, je dirais en premier levier de création de valeur d'une démarche RSE, c'est le fait de contribuer à redonner du sens au travail et ainsi, du coup, le fait de pouvoir attirer et fidéliser des collaborateurs. Un deuxième levier de création de valeur d'une démarche RSE, c'est le fait de pouvoir, en fait, toutes ces démarches, elles cherchent à répondre à des attentes de parties prenantes, elles cherchent à répondre aussi à des défis qui sont aujourd'hui potentiellement mal couverts. Et du coup, de cette manière, ça permet à une entreprise d'acquérir potentiellement de nouveaux marchés et de nouveaux clients. Troisième levier, ces démarches RSE, elles aident à développer les compétences, elles aident à développer la qualité de vie, les conditions de travail pour les salariés et du coup à les motiver et à créer les conditions d'une bonne performance sociale. Quatrième levier, on en a un peu moins parlé, mais le fait en général de développer et d'aider à développer le territoire d'implantation sur lequel on est et le fait aussi de pousser à concevoir, à produire, à promouvoir, à distribuer ces produits ou ces services de manière éco-responsable, ça va permettre de développer cette fameuse réputation et préférence de marque pour l'entreprise. Autre levier dont on a assez peu parlé, si ce n'est peut-être par les critères de choix et les questionnaires d'évaluation des fournisseurs, en fait, les démarches RSE, elles font évoluer vers des logiques d'achat responsable et elles font évoluer aussi d'une relation client-fournisseur simple à une relation partenariale et ça permet de renforcer sa chaîne de valeur. Encore un levier, celui de faire évoluer ses pratiques, ses métiers, son business model aussi potentiellement. Et du coup, à travers ça, une démarche RSE, elle permet d'innover autrement, elle permet de se différencier et elle permet aussi de coopérer avec de nouveaux partenaires. Et puis, cerise sur le gâteau, à tous ces leviers, finalement aujourd'hui, ces démarches RSE, elles permettent d'attirer de nouveaux investisseurs parce que les investisseurs ont bien compris, et des études aujourd'hui également aussi le prouvent depuis plusieurs années, que les entreprises qui ont un engagement social, sociétal ou environnemental supérieur à la moyenne, elles surperforment sur le volet économique. Eh bien, un grand merci Florence pour cet échange. Un grand merci à toi pour cette invitation Laurence. Et bien sûr, je reste à la disposition de tous les auditeurs ou tous les visionneurs du Ruclé pour répondre à leurs questions sur ces fameux sujets de la RSE. Merci beaucoup.
Nous remercions également les entreprises qui ont accepté de témoigner, Cisco France, Rent-A-Car, AC2R et Blédina. Merci également à la technique, Bruno, Romain, Loïc de la société de production audiovisuelle Monkey Mirror, à votre disposition pour la réalisation de vos événements digitaux grâce à leur plateau itinérant. Alors vous pourrez bientôt nous retrouver en replay sur notre chaîne YouTube et sur nos sites internet respectifs. Pour le mot de la fin, j'invite Mathieu Leral, responsable de Startway Limonest, à nous présenter les espaces de coworking où nous nous trouvons. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurence et merci de m'avoir permis d'accueillir pour la première fois à Startway Limonest la première Web TV, grâce à vous et à la Padelot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Startway, on a un centre d'affaires, un centre de coworking, on est installé dans l'immeuble Linux et nous avons 1400 m² pour des professionnels qui ont besoin de bureaux. Ça va de l'événementiel au rez-de-chaussée avec des salles de réunion, il y en a 3. Un coin cuisine, un coin lounge et puis la salle ici où on se trouve, la Creative Room. Et puis au premier étage, nous avons 19 bureaux privatifs dans lesquels, si vous avez besoin de bureaux, venez me voir. Voilà, nous sommes installés dans l'immeuble Linux car nous sommes en partenariat avec la société Danone qui nous a demandé de s'occuper d'une partie de leur bureau et nous sommes ouverts depuis décembre 2019. Très bien. Il reste encore des espaces à louer à la journée, au mois, comment ça se fait? Exactement. Il reste des espaces à louer, ça soit à l'heure, à la demi-journée, à la journée, au mois, en fonction des demandes et des besoins des entrepreneurs. Après, nous avons plein de formules qui s'adaptent en fonction des besoins des uns et des autres. Et le meilleur moyen, c'est de venir visiter pour voir par vous-même. Voilà, par exemple, on a fait ce tournage, il y a eu des tournages de publicité qui ont eu lieu dans cette salle même. Exactement, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs fois des tournages de publicité qui se sont faits dans cette salle et puis aussi au premier étage parce que les locaux plaisent, parce qu'ils sont de qualité. Et puis quand les publicitaires cherchent des locaux très particuliers avec un cachet particulier, généralement ils viennent ici. Il faut dire que la décoration est très soignée, on est très confortablement installé dans les fauteuils. Merci. Et l'ambiance générale est très agréable. C'est grâce à l'équipe parisienne des filles, parce qu'aujourd'hui nous avons 35 centres dans toute la France et donc il y a un certain savoir-faire. D'accord, un grand parking est à disposition également? Un grand parking, nous avons de nombreuses places pour tous ceux qui veulent venir en sous-sol pour que ça soit plus fluide en termes de personnes. Voilà. Et puis ce n'est pas le seul centre que nous avons parce que, comme je vous l'ai dit, en France, on a en tout 35 sites dans toute la France, donc principalement sur Paris, région parisienne. On a une vingtaine de centres. On a aussi Lille, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Rouen. Voilà. Et quand on est membre Startway, on a cet avantage de pouvoir aller d'un site à l'autre et en fonction des rendez-vous qu'on a. Très bien. Bien écoutez, un grand merci pour votre accueil, Mathieu. Merci encore à vous. Merci. Et merci à toutes et à tous de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres business et convivialité à la Padelot. À bientôt.